Bienvenue à Dialogue Dilettante 2.0. Aujourd'hui, on va parler d'une querelle enflammée qu'il y a eu entre René Descartes et Fermat et pourquoi cette querelle a été super importante pour l'avenue de nouvelles méthodes en mathématiques. Je suis vraiment désolé, dans cet épisode, j'ai eu un problème avec mon fil. Il y a certains segments que j'ai dû couper à cause d'un bruit étrange et il y a certains segments où le bruit étrange est présent. Et j'en suis désolé. On retourne dans le prochain épisode avec un son normal, mais tout de même, bon épisode. Alors, avant d'embarquer dans la querelle ou le beef entre Descartes et Fermat et ses contributions en maths, je pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse une petite introduction sur le contexte européen de l'époque. Ouais. Alors, pour nous situer, je vous rappelle, la dernière fois, on avait développé ensemble l'approche de Descartes par le cogito ergo sum, qui était en gros une méthode qui cherchait à fonder toute connaissance véritable, sur laquelle on commence avec des principes clairs et distincts, puis à partir de ces principes-là, on peut déduire toute connaissance vraie, un peu comme on ferait avec un théorème en mathématiques. Ouais, ok, parfait. Alors, Descartes, il a développé cette réflexion-là. Aujourd'hui, il est célèbre pour ça, mais à l'époque, il est vraiment enthousiaste à l'idée d'appliquer cette méthode-là à la résolution de problèmes scientifiques. Ouais. Il va écrire un traité qui va s'appeler Le Monde, qui ne va par contre jamais publier. OK. Puis la raison qu'il ne va pas le publier, c'est parce qu'il a peur d'être dans le pétrin avec l'Inquisition. OK. Si tu pouvais, c'est pour ceux qui savent pas, si tu pouvais juste faire un petit résumé de c'est quoi exactement l'Inquisition. Ouais. Donc l'Inquisition, c'est une espèce de tribunal religieux de l'époque qui condamne et censure des auteurs pour leurs propos qui sont considérés hérétiques. Mm-hmm. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de pouvoir en Europe. Ouais, ils pouvaient j'ai juste le mot anglais, te summon, te convoquer à aller justifier pourquoi tu défends des idées qui sont contre les vérités révélées de la Bible et tout ça. Okay. Un cas célèbre qu'on a retenu de l'Inquisition, c'est celui de Galilée, qui a été condamné en 1633. Alors, on lui a donné l'option de soit rejeter ses idées ou de mourir. Ouais. Puis il a décidé de mourir. Non. Galilée, non? lui, il a juste dit « Ah non, j'avais pas, je me suis trompé. » Puis... Good choice. Exact. Si on compare avec Giordano Bruno, 30 ans plus tôt, qui, lui, a refusé de coopérer, puis est mort brûlé au bûcher. Puis, OK, fait que, j'imagine la plupart des gens décidaient de pas continuer leurs idées puis de un peu backtrack. Ouais. Mais lui, Giordano Bruno, il parlait de quoi dans ses écrits? Ben, je suis pas très familier, mais j'avais lu, je pense, sur Wikipédia, une des choses que l'Inquisition n'aimait pas, c'est qu'il disait que c'était impossible que l'univers ait un centre, et donc que la Terre pouvait pas être au centre de l'univers, et que l'univers était infini. OK, donc dès que leur écrit allait un peu à l'encontre, ben ça va quand même beaucoup à l'encontre là, des écrits bibliques. Ouais, là, mais... c'est parce que dans ça, ils voyaient ça, je pense, comme un... Dire que, par exemple, l'univers est infini, ça voudrait dire que l'univers est comme... peut pas avoir été créé par Dieu parce que c'est Dieu qui doit être infini, puis des choses comme ça. OK, ouais, je vois. Donc ça pouvait être assez dangereux, si on veut, du point de vue de l'Inquisition. OK, parfait. Mais je pense que l'impact, c'est vraiment que ça, comme par exemple sur Descartes, c'est que ça tempérait les gens, ils réfléchissaient avant de publier, puis ça pouvait mener, par exemple, carrément à ne pas publier un écrit comme Descartes a fait, parce qu'il a entendu parler du procès de Galilée, puis il disait « Oh non, mais mes idées ressemblent à celles de Galilée, je n'ai pas envie d'être dans le trouble. » Donc, il ne l'a pas publié. OK. Puis on parlait de quoi dans ce... Le monde, c'est sa vision cosmologique, si on veut. Donc, il part de sa philosophie pour justifier tous les premiers principes du monde physique, puis il essaie de construire une théorie physique. Okay. Puis ça avait-tu un peu de sens, son traité? Ben, je sais que... Je l'ai pas lu, mais je sais que, par exemple, Newton l'a lu, puis Newton est parti de ça pour avancer ses idées. C'est vrai, il était très influent pour Newton. Okay. Donc, Descartes, je pense qu'il avait fait beaucoup d'erreurs, mais je pense que c'était un pas en avant, définitivement, dans notre compréhension de l'univers et tout. Alors, il décide de ne pas publier ça, puis il se dit plutôt, je vais publier le discours de la méthode,
qui est devenu peut-être son livre le plus connu aujourd'hui. Puis c'est quoi le discours de la méthode? C'est qu'il va un petit peu ôter toute la partie qu'il pense qui peut être problématique. Puis il va expliquer à travers 6 discours de comment lui est arrivé à la connaissance, puis comment tout le monde on peut arriver ensemble à la connaissance. OK. Puis ce qu'on oublie souvent, c'est que le discours de la méthode, à l'époque, a été publié avec 3 traités en annexe. Un traité qui s'appelle la géométrie, qui parle de géométrie. Un traité qui s'appelle la dioptrique, qui parle de la physique optique. Et un traité qui s'appelle les météores, qui parle de la physique du cosmos, de l'espace, des planètes, des choses comme ça. OK. Puis, l'idée, c'était que ces traités-là puissent représenter des exemples de l'application de la méthode. Puis, dans ces traités-là, Descartes, par exemple, en géométrie, avait résolu un problème célèbre. Puis là, il disait, regardez, c'est la preuve que ma méthode fonctionne. Mais c'est quand même, moi je regarde ça, je trouve ça quand même étonnant qu'il ait sorti un livre sur la physique, même s'il avait peur de l'Inquisition, s'il parlait de cosmologie puis tout ça, j'imagine qu'il se forçait pour pas aller sur des terrains où ce qu'il pouvait pas trop s'aventurer. Ouais, exact. Okay. Puis c'est un peu ça, c'est qu'il dans le discours de la méthode, il dit comme « Ah, je suis arrivé à telle conclusion », mais il faut se souvenir que Descartes, il veut qu'on parte de la base, qu'on fasse toutes les déductions appropriées. Puis il dit, je peux pas vraiment vous montrer mes déductions ici. Puis ça, c'est un peu parce qu'il pense que sa métaphysique est trop différente de la métaphysique acceptée à l'époque. Alors, il a peur de publier ses principes métaphysiques qu'il veut utiliser comme base pour construire sa théorie physique. C'est quand même super prudent. Ouais. C'est bon. Donc, c'est ici que commence le beef avec Fermat. C'est que Fermat, un petit peu avant la publication, va mettre la main sur la dioptrique. Okay? Donc, il va lire la dioptrique. Qui est le traité qui parle d'optique. Exactement. Ouais. Fermat va le lire, puis il va trouver quelques petits problèmes. Il va écrire à Descartes pour lui dire, pour discuter un peu de qu'est-ce qu'il pense qui est pas bien fait dans son traité. Puis peut-être ça vaut la peine de faire une petite parenthèse que j'ai oublié de faire plus tôt, mais tous ces échanges-là, toutes ces lettres transitent à travers un certain Mersenne, qui est un jésuite influent en Europe qui est en correspondance avec beaucoup de grands savants, dont Descartes, entre autres. Puis lui, il joue un peu le rôle d'intermédiaire entre tous ces savants qui ne se connaissent peut-être pas personnellement. Donc, c'est comme un peu le hub des savants où Descartes va écrire à lui pour savoir à qui est-ce qu'il pourrait écrire et qui pourrait rechercher de correspondance. Il va faire des propositions de c'est plutôt que Descartes n'est pas en France à cette époque-là, du moins il n'est pas à Paris. Puis, par exemple, s'il veut communiquer avec Fermat, qui est en banlieue de Paris, il va écrire à Mersenne pour lui dire « Transmets ça à Fermat » et Fermat fait la même chose. En fait, c'est Fermat qui contacte Mersenne en premier, qui lui dit « Peux-tu transmettre ça à M. Descartes? » Ok. C'est drôle quand même comme rôle. Ouais. J'imagine que ça existait beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on a l'Internet. Ouais. Mais Mersenne, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très cultivé. Il comprend. Tu sais, Descartes, il y a une longue correspondance avec Mersenne en tant que tel, où est-ce qu'il lui parle de ses problèmes de maths. Puis Mersenne est quand même... Mersenne est là, il est capable de le suivre. Là. OK. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de connaissances. Ouais. Donc, Fermat écrit à Mersenne, il dit « Peux-tu envoyer ça à M. Descartes? J'ai lu son traité, j'ai trouvé quelques petits problèmes. » Mais il est très déférent, il est très respectueux, il dit à Descartes « J'admire beaucoup ton travail. » et tout. Ça vaut peut-être pas la peine d'entrer dans les détails de c'est quoi exactement parce que je suis pas sûr de très bien comprendre, mais ça a le rapport avec le phénomène de réfraction de la lumière. Puis, fait que là, dans le fond, Fermat, lui, dit « J'ai vu quelque chose dans l'œuvre de Descartes, il faut absolument que j'en parle par rapport à la réfraction. » Exactement. OK. Puis là, Descartes, qu'on peut imaginer un peu anxieux parce qu'il faut se rappeler, comme j'ai dit au début, que son texte n'est pas encore publié. Donc, Fermat a mis la main sur une copie avant qu'il soit publié officiellement. Puis Descartes, je pense pas qu'il est content à l'idée de penser que peut-être il y a des erreurs dans son texte. Mm-hmm. Puis il va le répondre assez bêtement, assez sous-emportement. Du moins, quand on lit la lettre, Descartes semble être un peu irrité par
ce Fermat qui trouve des erreurs. Merci d'écouter Dialogue Dilettante. Je prends ce petit moment, cette petite pause, simplement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, à venir déposer un like si vous êtes sur Facebook et à venir déposer un rating si vous êtes soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça va grandement nous aider, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et on revient à l'épisode. Puis est-ce qu'il est plus irrité par le fait qu'il a trouvé des erreurs ou par le fait qu'il a eu la main sur un peu le brouillon de son œuvre ou un peu des deux? Non, c'est vraiment... Descartes, lui, il voit pas... Il est pas d'accord que c'est une erreur, premièrement. Puis il dit que Fermat est mêlé, puis tout ça, puis il est comme... Il va dire à Mersenne le défaut qu'il trouve en ma démonstration n'est qu'imaginaire et mon tracé qu'il n'a regardé mon traité que de travers. Oh shit, donc il est un peu irrité, il pense qu'il a pas bien lu, qu'il a pas compris. Bref. Donc, il répond un peu bêtement comme ça. Puis Descartes, Fermat, finalement, dans cette affaire-là, aura raison. Donc, la vision de Fermat s'est avérée être la bonne. Donc, c'est le principe, aujourd'hui, on l'appelle le principe de Fermat, qui est un principe lié à la réfraction que je comprends pas très bien. Cette correspondance-là, donc dans le but de refuter la preuve de Descartes, a créé un principe. Ouais, en fait, il est revenu plus tard, à peu près 15 ans plus tard. Il s'est mis à retravailler sur ces choses-là, puis il a mieux élaboré sa théorie. Mais ça, c'est pas le vrai beef. Ça, c'est un petit prélude. C'est le début. C'est le début. Le commencement. Exactement. Le vrai beef va commencer quand Mersenne envoie à Fermat son texte de géométrie. OK. Donc, Fermat va lire le texte de géométrie de Descartes, puis il va lui écrire pour lui dire, en gros, deux choses. Il va lui dire, premièrement, qu'il manque des trucs dans son traité. Il va dire, pourquoi ne parles-tu pas de ça? Moi, j'ai développé tel truc, blablabla. Puis, il va lui écrire aussi par rapport à une méthode que Descartes a inventée pour trouver les tangentes à une courbe. OK. Je sais pas si tu es familier avec la notion de tangente à une courbe. Et la tangente, c'est ce qui touche à un point. Ouais, c'est ça. Une ligne qui touche à un point. C'est ça. Tu as une courbe, puis c'est comme une ligne qui frôle la courbe, si on veut, en seulement un point. Ouais. OK. Puis, Descartes développe une méthode pour trouver des tangentes. Puis Fermat lui dit « Hey, mais moi, j'ai ma propre méthode qui est différente. » Puis, tu sais, il veut lui montrer, puis il pense peut-être qu'elle est meilleure et tout ça. Mais ça, Descartes, il apprécie vraiment pas. Il est vraiment pas content. Mais Fermat, lui, dans son approche, il était plus collaboratif. Non? Ouais, ben, je pense que Fermat est plus jeune. Il voit Descartes comme quelqu'un, un grand mathématicien. Il a du respect pour lui. Puis c'est pas du tout comme... quand tu lis la lettre, il n'y a pas du tout de ton de méchanceté où il veut pas le rabaisser ou l'humilier ou rien. Il est curieux, puis il dit « Ah, regarde, j'ai fait quelque chose différemment. Qu'est-ce que t'en penses? » Puis le grand Descartes, il prend ça... Ouais. Il prend ça très personnel. Ouais, Descartes le prend personnel. Comme j'ai dit, on peut imaginer qu'il est un peu anxieux parce que son texte va être publié bientôt, puis là, il est pas comme en position de repenser ses trucs. Mm-hmm. Puis, en tout cas, on peut peut-être dire, par exemple, quelques citations, juste pour voir un peu le ton de Descartes là-dedans. Il va dire « J'ose dire qu'on n'en peut trouver aucune si bonne et si générale que la mienne, qui soit tirée d'un autre fondement. » En gros, il dit Oh my God. Il n'y a aucune autre façon de faire le calcul des tangentes qui soit aussi bonne que la mienne. Il y avait une confiance inconditionnelle en sa méthode, dans le fond. Exactement. Genre, OK. OK, puis ce qui est ironique avec le recul de l'histoire, c'est que à travers toute cette correspondance-là, c'est très clair que Descartes n'a pas bien compris ce que Fermat essaie de lui expliquer. Okay? Comme c'est très clair que il n'a pas compris le génie dans la méthode de Fermat parce que avec du recul, c'est vraiment génial ce que Fermat a fait. Fermat va lui répondre, il va lui dire je comprends pas, en gros, ma méthode est aussi solide que n'importe laquelle. Peut-être que c'est parce que j'ai pas fait toutes les démonstrations, ce qui est vrai. OK. Puis quand il veut dire toutes les démonstrations, il n'a pas démontré
On peut démontrer tout ce que Descartes avait démontré. Ouais, c'est qu'il y a une partie. Fermat est plus un problem solver, entre guillemets. Okay. C'est un amateur. Donc lui, quand il y a des problèmes, il développe des façons de les résoudre. Puis, il est pas comme dans la même... il n'y a pas la même mission que Descartes, que lui, il cherche à fonder toute la connaissance. Il veut que tout soit clair, que tout soit déduit dans les règles de l'art. Fermat est juste plus un... Il met ensemble des idées puis il trouve des solutions aux problèmes. Il crée des outils un peu. Au lieu de créer une grosse méthode épistémologique, il fait juste créer un outil. Il dit quel outil ça nous prend pour cette solution-là. Il la crée assez facilement. Il est bon pour ça. Donc. Exactement. Okay. C'est exactement ça qu'il fait. Puis, exactement, il va même avouer, c'est vrai que peut-être j'ai pas autant prouvé les choses, mais ça reste bon. Tu sais. Parce que dans le fond, Descartes, il est un peu fâché parce qu'il dit « Ouais, mais tes outils, ils n'ont aucun fondement. Ils sont juste inventé des outils random. » C'est un peu pour ça qu'il est fâché? Ouais, mais je pense même s'ils fonctionnent, t'as pas le fondement en fait, non, il est pas d'accord que ça fonctionne. Oh my God, OK. Puis c'est là que tu vois qu'il a pas compris parce que la prochaine étape dans cette histoire-là, c'est d'autres mathématiciens vont être mêlés dans l'affaire. Donc, à Paris, du côté de Fermat, il y a Robert Val et Étienne Pascal, qui est le père de Blaise Pascal, qui sont du côté de Fermat, qui disent, qui envoient une lettre à Descartes pour lui dire Monsieur Descartes, comme on pense que tu te trompes, c'est vraiment bon ce que Fermat a fait, puis voici pourquoi. Fait qu'eux, ils se mobilisent du côté de Fermat. Là, ils se mobilisent. Il y a des clans qui se forment. C'est ça. Descartes, lui, de son côté, il va aller chercher son backup. Il va écrire à un mathématicien qui m'est inconnu, là, qui s'appelle Claude Midorge, et un autre qui s'appelle Hardy. Okay, je les connais pas. Mais il va leur écrire pour leur expliquer pourquoi Fermat a tort, puis pour expliquer pourquoi lui a raison. Puis c'est là qu'on voit que Descartes n'a pas compris. Vraiment. Parce que quand il explique, il va dire, ben voici comment Fermat trouve la tangente à la parabole, qui est la parabole qui est une sorte de courbe. Puis il va dire, ben regarde, si j'applique sa méthode à l'ellipse et l'hyperbole, qui sont deux autres courbes, ça marche pas. Mais ce qui est un peu drôle, c'est que Descartes, il est vraiment de mauvaise foi dans son application de la méthode à l'ellipse et à l'hyperbole. Comme il va vraiment bêtement sans adapter la méthode au fait que c'est pas la même courbe. Genre. Okay. Comme il fait littéralement la même chose que pour la parabole, puis il est comme, regarde, ça marche pas, ça prouve que sa méthode n'est pas générale, qu'elle n'a pas des vrais fondements, que c'est blablabla. Mais lui, la méthode, mettons, je comprends pourquoi c'est wrong de faire ça, là, mais la méthode de Descartes, lui, est-ce qu'il utilisait la même méthode sur une ellipse, sur une parabole, puis sur une... Ouais, c'est ça, mais Descartes avait comme, semblerait-il, plus explicité comment ça marchait dans toutes les différentes circonstances. Puis même, il va dire, on va le citer, là, juste parce que ça vaut la peine, il va dire Monsieur Fermat fait paraître qu'il n'a trouvé sa règle qu'à tâtons, ou du moins qu'il n'en a pas conçu clairement les principes. Qui est comme, tu sais, ça paraît que t'es tombé là-dessus, mais tu comprends pas vraiment, puis ça marche pas, regarde, je peux te le prouver. Okay? Fait que pour lui, c'est primitif son affaire un peu, là. C'est comme, ok, t'as juste fait... Ouais. Okay. C'est genre... il voit ça un peu de haut et comme, c'est pas vraiment bon. En plus, il se fait challenger, il est pas content. Puis le ton, la différence de ton est frappante. T'sais, Fermat est full respectueux. Il est vraiment dans le but de juste avancer les maths avec Descartes, tandis que Descartes est vraiment défensif. Il est très acerbe. Il est vraiment pas content à l'idée que ce Fermat, ce petit mathématicien inconnu, comme l'attaque comme ça. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que Fermat, au bout de 6-7 mois, il va comme raffiner sa méthode, il va expliquer plus clairement les principes, puis Descartes va finir par accepter. Il va finir par dire qu'il est content, merci, il va le remercier, il va dire je n'ai d'autres choses à y répondre, sinon qu'elle est très bonne, blablabla. Et donc, il va lui dire comme finalement, j'ai du respect pour toi, c'est beau ce que tu as fait. Puis la lettre, elle est comme très, très respectueuse. Il va lui dire quelque chose du genre je n'ai pas eu moins de joie de recevoir la lettre par laquelle vous me faites la faveur de me promettre votre amitié que si elle me venait de la part d'une maîtresse dont j'aurais passionnément désiré les bonnes grâces. Oh my God, OK. Fait que il commence la lettre comme ça, là.
Oh, wow! Mais c'est quoi qui l'a fait switcher? C'est juste le temps de réflexion, peut-être? Juste le temps de voir? Ou c'est vraiment parce qu'il voyait qu'il y avait un following? Non. Ce qui est ironique, c'est ça. C'est que le même jour qu'il a envoyé cette lettre-là à Fermat, il écrit à Mersenne pour en dire entre nous la vérité. Je crois que s'il n'avait point vu ce que je lui ai demandé devoir être corrigé, il n'eût pas su s'en démêler. Oh my God! Je crois aussi que toute cette chicanerie, blablabla, que ses amis de Paris ont fait durer un demi-an, n'a été inventée par eux que pour lui donner du temps à chercher quelque chose de mieux pour me répondre. Oh my God! Fait que là, il est comme un peu hypocrite parce qu'il écrit à Fermat comme je suis ton ami, mais après ça, il se retourne la même journée puis il dit c'est grâce à moi que tout ça est arrivé, puis tout le monde voulait juste oh my God, ok. Il va dire aussi plus tard dans une autre lettre de façon que je ne vois rien en tout son écrit que j'admire, sinon les épithètes de merveilleux, d'excellent et de miraculeux qu'il a donné à des choses qui sont ou fort simples ou même mauvaises. Donc plus tard, il va vraiment comme le 10 encore. Oh my God! Il a rien fait de bon, ce gars-là. Puis... Pauvre Fermat, quand même, là. Ouais, puis ce qui est vraiment ironique, c'est que la méthode de Fermat, puis c'est peut-être pour ça que Descartes n'a pas bien compris, c'est qu'elle est vraiment en avance sur son temps. En fait, ce qu'il a fait, c'est ça préfigure le calcul différentiel, qui sera inventé un siècle plus tard par Newton et Leibniz. Donc, il est en train de développer des balbutiements de calcul différentiel. Puis est-ce que Newton va utiliser ce que Fermat a fait ou c'est juste dans l'air du temps? C'est une bonne question. C'est certainement dans l'air du temps parce que Leibniz l'a développé indépendamment en Allemagne. Mais ça m'étonnerait pas non plus que Newton ait lu du Fermat. Peut-être que Newton a vu la correspondance parce qu'il était un fan de Descartes. Ça se pourrait. Puis aussi, je me demande, tu sais, ça, t'as appris ça comment? Genre, t'as lu un livre là-dessus, dans les correspondances, ou... Comme le beef qu'il y a eu avec Fermat, tu sais, c'est quelque chose... premièrement, mettons, c'était quelque chose que c'était connu à l'époque qu'il y avait ce beef-là qui se passait, ou c'est aujourd'hui, en contrepartie, qu'on le voit dans ses écrits, puis aussi, comment t'as lu ça en premier? Y a-tu un livre sur ce beef-là, ou c'est-tu juste dans ses correspondances? En fait, c'est que je me souviens, j'ai comme une vague mémoire au secondaire quand on apprenait à faire des trucs dans le plan cartésien. Puis on va en parler dans pas longtemps, mais que Fermat et Descartes avaient développé ensemble le plan cartésien. Puis là, quand je préparais l'épisode, je m'étais rendu compte, comme je parlais pas de ça nulle part, fait que là, je me suis dit, je vais aller lire les correspondances pour voir comme c'est quoi les idées, comment ils présentaient ça, puis tout, parce que je trouvais que c'était intéressant. Puis j'ai été vraiment comme surpris parce qu'au contraire, ils travaillent pas du tout ensemble. C'est vraiment un beef. Là. Descartes, il veut pas travailler avec Fermat. Puis j'avais cru que au contraire, ils avaient été comme contents de se partager ces idées-là, puis qu'ils avaient développé l'idée ensemble. Donc c'est comme ça que je suis tombé dessus et j'ai lu leur correspondance, puis j'ai lu aussi un article, deux ou trois articles d'une historienne qui s'appelle Michel Grégoire, qui est une Française, je crois, qui commente un peu la correspondance. Puis elle le met dans le contexte. Puis justement, elle va souligner un peu les choses que j'ai dites. On voit la différence des tons est frappante. Descartes semble écrire sous le coup de l'emportement, tandis que Fermat est super respectueux, il est même presque élogieux. On voit que Descartes, lui, c'est comme il est pas prêt, il est pas ouvert du tout à revisiter ses techniques. Puis peut-être c'est parce que son livre va être publié bientôt, donc il a peut-être pas le temps, puis il veut pas que son livre soit publié avec des erreurs, fait qu'il veut pas avouer qu'il y a peut-être des erreurs ou des améliorations potentielles. Tandis que Fermat, comme on l'a dit plus tôt, au bout de 6-7 mois, il a développé plus sa méthode, il l'a raffiné jusqu'à ce que Descartes même accepte qu'elle était valide. OK. Alors, c'est tout ce que j'avais relevé pour le beef entre Fermat et Descartes. C'était, je pense, intéressant et aussi important dans le sens que ça préfigure le calcul différentiel, ça nous montre un peu la personnalité de Descartes à l'époque. Qui était
un peu fermé, contrairement peut-être à sa jeunesse où il semblait beaucoup plus prêt à être ouvert vers le monde. Puis ce que je pensais, c'est qu'on pourrait, dans le prochain épisode, aborder plus en détail les contributions mathématiques en tant que telles de Descartes, qui sont nombreuses et très, très, très importantes pour l'évolution des maths jusqu'à aujourd'hui. On peut encore voir les impacts que Descartes a eus. Parfait. Donc, cool, on va vous voir au prochain épisode. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit comment si vous avez des questions. Et vous abonner à la chaîne, ça va grandement nous aider. Puis on a de plus en plus de monde qui nous suit sur Buzzsprout, sur Facebook. Et ça fait plaisir de voir ça. Donc, lâchez pas. Puis bonne fin de journée. Ciao, ciao.